Il ne parle pas beaucoup sur les chaînes de radio et de télévision. Il déteste se confier à qui que ce soit. Voici un homme discret, sensible, fragile, qui se cache derrière un personnage éblouissant. Moi, je suis un acteur. Il y a des stars qui ont des vies publiques, si vous voulez. Moi, ma vie publique se borne à jouer sur des scènes et à tourner dans des films. Vous avez reconnu Jean-Pierre Marielle. Ma vie n'est pas exposée sur les kiosques de journaux et on n'en parle pas à la télévision. C'est normal parce que je ne suis pas, si vous voulez, ce qu'on appelle une star populaire comme les gens de télé ou certaines, oui, 4 ou 5 grosses stars de cinéma, voyez-vous. Je ne pense pas que le public ressente de la même façon la popularité que je peux avoir ou la notoriété que je peux avoir et la popularité que peut avoir une star comme Brigitte Bardot ou comme Catherine Deneuve ou comme parmi les hommes comme Belmondo ou De Funès. Ce n'est absolument pas comparable. Ce serait d'ailleurs, c'est évident, c'est une évidence. Je suis en train de dire une évidence là. Mais je comprends que les gens aient envie de savoir certaines choses, que je bavarde là par exemple, qu'on bavarde ensemble et puis que ça les fait pénétrer un petit peu plus dans l'intimité d'un acteur qui peuvent dans certains... Jean-Pierre Marielle est né le 12 avril 1932 à Paris. J'ai eu une enfance citadine et une enfance villageoise à la fois, puisque je suis d'origine terrienne du côté de ma mère et puis d'origine parisienne du côté de mon père, qui fait que j'ai passé mes premières années dans Lyon, chez ma grand-mère, dans un petit village. Et puis j'ai été également très parisien, dans le 13e et le 14e arrondissement. Et tout ça, j'ai été mêlé à la vie de la campagne et à la vie citadine à la fois. Et puis j'ai été en pension, en province, et où je me suis beaucoup ennuyé, voyez-vous, dans un lycée très triste. Vieux lycée impériaux, là, lycée Carnot à Dijon, et c'est là où j'ai senti qu'il fallait que je m'échappe. Et le théâtre a été pour moi, si vous voulez, la possibilité de fuir un petit peu le quotidien, et ça a été, si vous voulez, l'échapper vers l'aventure. C'était à l'occasion d'une distribution des prix. L'un des professeurs du lycée voulait organiser une représentation théâtrale. Il avait choisi 2 pièces de Tchekhov, L'Ours et La Demande en mariage. Jean-Pierre Marielle avait été choisi comme interprète. Pour lui, une nouvelle vie commençait. Ses études terminées, Jean-Pierre Marielle essayait d'apprendre le métier d'acteur. J'ai tout de suite rencontré des gens qui sont d'ailleurs toujours mes amis, et puis ça a été, j'ai eu une jeunesse d'acteur très agréable et très heureuse dans les années 54, 55, 56 jusqu'en 66, 68, une vie assez heureuse où le théâtre était une fête, hein, un petit peu pour moi, comme Paris a été une fête pour d'autres. Jean-Pierre Marielle commençait par fréquenter un cours d'art dramatique, celui de la rue Blanche. Puis il réussissait à entrer au conservatoire, c'était en 1954, la même promotion que Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot, Claude Rich, Bruno Kremer, Philippe Noiret et Jean Rochefort. Et on en parlait l'autre fois avec Rochefort, on a eu une jeunesse un petit peu semblable, et quand on est arrivé au centre du spectacle, ça s'appelait le Centre d'art dramatique de la rue Blanche, et qui avait, si vous voulez, une petite ambiance encore un peu scolaire, mais quand même assez éloignée de l'ambiance d'un lycée. Et puis c'était mixte, et on se rencontrait tous les matins, les garçons, les camarades, les filles. Il y avait une sorte de gaieté, de joie, c'était très agréable. Et pour moi, j'ai eu le sentiment de débarquer sur une planète inconnue, et à tel point que pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à jouer au théâtre sans rire. J'y restais continuellement. Pendant des années, j'ai pas joué un soir sans rigoler et sans me cacher. Je ne sais pas pourquoi, ça me provoquait une telle jubilation que je rigolais. On a été avec Rochefort pendant... Lui, il y est resté 7 ans et moi 3 ans dans la compagnie Grenier-Husneau. Et il n'est pas un soir où on ne rigolait pas. C'était vraiment une partie de rigolade permanente. Et j'ai cru pendant très longtemps que
Le théâtre, c'était ça, c'était rire. Le théâtre ou le cinéma, c'est toujours une expérience jubilatoire, aime dire Jean-Pierre Marielle. Quand on travaille, par exemple, là, comme dernièrement, quand on a tourné le coup de torchon là, avec Tavernier au Sénégal, il y avait avec des camarades qui étaient des camarades de longue date, et Tavernier avec qui j'ai travaillé dans la fête commence et tout ça, on a travaillé dans des conditions de travail et d'amitié bien. C'était bien parce que on travaillait en profondeur et en même temps, on avait une sorte de bonheur de se retrouver. C'est pas toujours le cas. La chance est important dans le métier d'acteur plus qu'ailleurs. Par exemple, lorsque Jean-Luc Godard a vu Jean-Paul Belmondo pour la première fois, il aurait suffi que l'un ou l'autre ne fréquente pas le même bistrot. Et Godard ne se serait pas mis à coller Belmondo pour qu'il fasse son film. Tout aurait pu changer pour l'un comme pour l'autre. Et la nouvelle vague n'aurait pas eu à bout de souffle comme détonateur. Jean-Pierre Marielle le sait mieux que tout le monde, Belmondo était son copain. Il l'a vu devenir une vedette du jour au lendemain. Il a vu toute une génération d'acteurs aspirés par un cinéma qui se voulait anticonventionnel. Il a vu toute la jeunesse de l'époque s'enflammer pour de nouvelles vedettes. Ces vedettes étaient pour la plupart ses copains du conservatoire. Ils devenaient presque tous les idoles de leur époque, tandis que lui, Jean-Pierre Marielle, restait à l'écart de la mode, donc de la chance qui passait à ce moment-là. Jean-Luc Godard a été vraiment, je trouve, c'est un metteur en scène et un homme qui a fait des choses complètement... C'est les choses les plus importantes qui ont été faites au cinéma en France, quoi. C'est pas la peine de dire le contraire. Depuis Vigo, Renoir et puis tous ces gens-là, quoi. Godard a fait des films magnifiques, que j'adore, moi. Vraiment. Et puis pas tous ceux dont on parle toujours, il y en a plein d'autres qui sont des petits chefs-d'œuvre. Bande à part, par exemple, qui est un film formidable. Masculin-féminin, c'est très 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 bien. Alors évidemment, il y a Pierrot le Fou, c'est splendide le mépris, et puis à bout de souffle, là quand Belmondo a explosé, là, comme une fusée, là. C'était quand même, ça a été vraiment très 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 bien. Il n'y a pas eu grand-chose depuis. Hein. À l'époque de la Nouvelle Vague, Jean-Pierre Marielle était un comédien qui s'amusait beaucoup à jouer la comédie. Il jouait au théâtre, au cabaret, il n'avait rien de l'acteur qui se morfond chez lui en attendant que le cinéma s'aperçoive qu'il existe. Je suis un type profondément joyeux comme sont les sceptiques, si vous voulez. Il y a des moments tout à fait somptueux dans la vie. Hein? Moi, j'ai passé des moments magnifiques. Et des foutus quarts d'heure, mais ça, tout le monde. Mais il y a des moments épatants. Il y a vraiment des bons moments. Et puis j'espère qu'il va y en avoir encore. Mais le seul regret, c'est que je regrette de ne pas avoir profité plus de certaines choses. Quand j'étais... J'ai un grand regret dans la vie, c'est de pas, quand j'avais 20 ans, 21 ans, avoir pris un sac et me mettre barré aux États-Unis. Ça, c'est une chose qui me manque. Je regrette de ne pas être allé traîner dans les bas-fonds de New York en 52, 53. Aller écouter Lester Young et Charlie Parker dans les boîtes. Là. Ah oui, ça c'est vraiment bête, ça, alors. De remonter là vers le Nouveau-Mexique. Là, c'est peut-être mes lectures, là, c'est peut-être sur la route, c'est peut-être les vieux souvenirs des écrivains beatniks, là, de Ginsberg, de Kerouac, de tout ça, là, du vieux fou, là, le ticket qui éclate de Burroughs, tous
Tous ces... Oui, mais ça a été... Ça a dû être une époque admirable. Hein. J'ai un petit peu la nostalgie de ça et je me dis que c'est dommage parce que j'aurais pu y être. Puisque j'ai l'âge. J'ai 49 ans, j'aurais pu y être. C'était Lester Young. Après avoir tourné son premier film en 1954 avec Henri Decoing, Jean-Pierre Mariel était resté 3 ans sans faire de cinéma. Mais il lui avait fallu attendre 14 ans pour obtenir un vrai succès personnel sur un écran. C'était sous la direction de Philippe de Broca. Ah, c'était un joli film de Philippe de Broca qui démarrait joliment, qui s'appelait Le diable par la queue. Oui, et puis c'est un moment où Daniel Boulanger a écrit des rôles un peu pour moi, comme ça. Ça l'amusait de me faire jouer des rôles un petit peu de playboy un peu débile, comme ça, mais tellement débile que ça rejoignait une certaine certain côté d'idiotie un peu épique, comme ça. J'aime bien un certain lyrisme. Vous voyez, je serais plus sensible à des écrivains comme Céline, comme Queneau, qu'à des écrivains réalistes, si vous voulez. Acteur épique, facilement emporté par la folie de ses personnages, Jean-Pierre Mariel avait du mal à se retrouver dans les héros traditionnels du cinéma populaire. J'ai jamais été très confortable dans la vie. Et je n'aime pas beaucoup les choses confortables. J'aime pas les œuvres confortables. J'aime pas ça. J'aime pas beaucoup ça. Bah, je veux dire, j'aime bien quand il y a dans une œuvre que j'aime bien, ou quand chez les gens que je rencontre, quand je sens qu'il y a une certaine crevasse, une certaine fragilité, une certaine fêlure, où je sens qu'il y a quelque chose qui me parvient, comme, je veux dire que quelqu'un qui est parfaitement à l'aise, qui est parfaitement content, qui est d'un optimisme triomphant, ça me navrerait plutôt. Moi, les optimistes... les inconditionnels de l'optimisme, je ne sais pas, pour moi, ils sont proches de somptueux crétins, souvent. En 1974, Jean-Pierre Mariel rencontrait le personnage qu'il attendait depuis longtemps. Un être baroque mais fragile et un peu fou, avec un courage excessif et hors de la réalité des autres. C'était le rôle du marquis de Pontcallec dans le film de Bertrand Tavernier. Que la fête commence. Le marquis de Pontcallec est un noble breton en révolte sous la Régence, ou plutôt à la tête d'une révolte qui n'aura jamais lieu. Une révolte composée de troupes hypothétiques et d'alliances imaginaires. Mais le marquis parle fort. Il harangue les populations avec ferveur, il est prêt à soulever la terre entière pour sa cause ou à combattre seul s'il le faut. Un personnage qu'affectionne particulièrement Jean-Pierre Mariel. Ce personnage m'a assez fasciné.
il s'est trouvé que ça correspondait probablement à certaines choses que je pouvais rendre. C'est toujours comme ça pour un acteur, il faut qu'on soit inspiré un petit peu. Par exemple, le rôle que je joue, la Jane Cornflakes, là, dans L'étrangleur sexy d'Éric Nagard, ben, quand j'ai lu la pièce m'a tout de suite plu, l'humour de la pièce m'a plu, le climat de la pièce m'a plu, et le personnage, qui est un fou furieux, m'a séduit beaucoup. Mais la folie, c'est séduisant, toujours un petit peu. Ce qui est terrible, c'est la grisaille, c'est... Oui, la médiocrité, la grisaille, le quotidien ennuyeux. Et dès le moment où ça dérape un petit peu vers la fantaisie, vers l'imaginaire, vers le fantastique, je suis toujours plus inspiré que par des personnages terre à terre qui m'ennuient un petit peu. Le rôle du marquis de Pontcallec avait relancé la carrière de Jean-Pierre Marielle. 1 an plus tard, il faisait une seconde rencontre qui allait lui valoir un nouveau succès important. Celle de Joël Seria avec qui il tournait Les Galettes de Pont-Aven. J'aime bien cet acteur parce que je me retrouve en lui, vous voyez. Alors, étant auteur, c'est intéressant pour un auteur. Joël Seria. Il y a une angoisse réelle, mais il y a une grande sensibilité, et ça vient aussi de cette... Je crois que c'est un grand solitaire, hein, Marielle, c'est un grand solitaire. Par moments, il y a beaucoup de choses qui le gênent, il est agressé par plein de choses, des choses qui le dérangent. Alors, bon, il est mieux fuir un peu tout ça, vous voyez. On le voit pas s'exposer comme d'autres s'exposent. Mais au fur et à mesure que filent les années, Jean-Pierre Marielle domine de mieux en mieux son métier. Il se sent aujourd'hui capable de se diriger avec plus de précision à travers un rôle. Jouvet avait dit des choses assez justes à ce sujet. Il disait que quand on est un jeune acteur, on essaye de ressentir l'émotion. Et puis, elle ne passe pas pour autant. On pleure, on se roule par terre, on souffre, on a le sentiment de bien jouer la comédie et il ne passe rien. Et puis, avec le temps, on arrive à se détacher un peu de soi et à se voir un petit peu jouer, si vous voulez, à se diriger, à diriger tout son mental, tout ce qu'on a pu acquérir par la vie, par les heures qu'on a pu avoir, les souffrances, et on arrive à se servir de ça et à participer moins, mais à faire plus participer les autres. Je crois que c'est ça. Quand on arrive à ça, ça veut dire qu'on est un vrai acteur et qu'on est arrivé à quelque chose. Et vous voyez, je vais vous dire une chose. Très souvent, je me dis que c'est... Pour moi, je le ressens des fois, par moments, fugitivement. Mais il y a des moments où c'est encore un peu confus. Je me dis que je suis encore un peu confus. Que je ne suis pas arrivé à vraiment dominer entièrement la machine. Voilà 25 ans que Jean-Pierre Marielle fait du cinéma, des années de travail, mais aussi de plaisir de jouer et de progresser. Les gens qui me voient jouer, qui peuvent avoir une opinion, moi je ne sais pas, moi je ne me rends pas compte. Et en plus de ça, je n'aime pas beaucoup me voir. Je n'aime pas beaucoup me voir, en particulier aussi au théâtre, je ne peux pas, hein. Ça c'est impossible. Et au cinéma, j'éprouve toujours un malaise parce que quand je me vois au cinéma, je me dis, ah merde, alors j'aurais dû faire ça autrement tout le temps. Je me dis, ah pourquoi j'ai fait ça? Ah zut, c'est trop appuyé. Et puis là, tiens, j'aurais dû... Et ça me déprime, alors j'aime pas trop me voir, j'évite. J'évite, par exemple, je revois des vieux films, je ne m'attendrai pas en me disant, oh mon Dieu, j'ai changé, je m'en fous complètement. Mais c'est dans le jeu, dans la façon d'aborder le personnage, dans certaines conceptions, je me dis, ah tiens, j'aimerais bien recommencer. C'est ça un petit peu qui est un petit peu angoissant quand on se revoit au cinéma, c'est que on est
Enfin, pour moi, je suis jamais très content et j'évite parce que je voudrais toujours, je me dis, je voudrais améliorer et recommencer certaines choses. Jean-Pierre Marielle garde la nostalgie de l'Amérique. Partir à 20 ans avec son sac et tenter l'aventure aux États-Unis, c'est le seul regret de sa jeunesse. Le pays dont il rêve depuis des années, il l'a découvert il y a peu de temps. En commençant par la ville la plus fascinante du Nouveau Monde, New York. Vous voyez les chaussures que j'ai là, je les ai achetées à New York, elles sont usées, elles avaient des semelles de double d'épaisseur. J'ai tellement marché dans cette ville. Avec ma femme, il y a 3 ans, on y était, on venait juste de se marier. Et une fois, on est arrivé à l'hôtel, on ne pouvait plus marcher. On s'accrochait au mur. Moi, j'avais les genoux bloqués. Et elle avait la colonne vertébrale, elle pouvait plus se baisser, tellement on avait marché. On est partis comme des fous dans cette ville. C'est vrai, c'est une ville extraordinaire. Et j'avais tellement lu de Manhattan Transfer à tout Dos Passos, là, tout ce qui se passe à New York, dans l'an premier du siècle, dans tout ça. On se fait une idée rêvée de l'Amérique. On a le sentiment qu'on la connaît. On arrive à New York, on est surpris. On se dit, ça ne correspond pas à ce qu'on s'imaginait. C'est encore plus extraordinaire. Je me suis dit, bon Dieu, j'ai attendu si longtemps, quelle bêtise. C'est un des regrets que j'ai. Oui, mais lorsque Jean-Pierre Marielle avait 20 ans, il était un jeune acteur plein d'avenir. Il se passionnait pour le métier de comédien qu'il pouvait exercer sans difficulté. Or, se retrouver à New York, n'être qu'un simple immigré en quête d'émotion, le risque de l'échec paraissait grand. Alors ce projet n'était resté qu'un rêve qui était né de la musique. Ça m'est venu par la musique et puis par la découverte des écrivains américains. C'est venu comme ça, c'est venu par le jazz et puis par la découverte de tous les grands écrivains, des gens comme Dos Passos, comme dans les écrivains du Sud, comme Faulkner, comme Carson McCullers, comme tous ces gens-là, et puis évidemment par Dos Passos, Hemingway, et puis par le cinéma également. Tous les gens de ma génération ont été complètement marqués par tout le grand cinéma noir américain, hein, tous les grands films qui ont marqué des années 48 à 55. Et il est évident que tous les jeunes acteurs à cette époque, on a tous été très très impressionnés par tous ces films, quoi. Alors, mais enfin moi, ce qui m'a certainement le plus marqué, c'est la musique de jazz. Et quand je suis reparti aux États-Unis, il y a ça 5 ans, ça a été un petit peu une sorte de recherche. Et j'ai retrouvé dans des clubs des musiciens dont j'avais les disques. Et des fois, je les avais vus jouer à Paris, mais je les ai vus rejouer à New York. J'ai vu jouer, par exemple, des gens comme Dexter Gordon, qui était allé jouer au Montmartre Café de Copenhague, tout ça. Je l'ai vu jouer à New York. J'ai vu un soir, c'est dans un endroit qui s'appelait le Hoppers Café, qui était un très très bel endroit de New York. Je suis allé écouter Stan Getz, j'ai entendu Zoot Sims, j'ai entendu tous ces musiciens. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de jeunes musiciens qui jouent dans des lofts, c'est ça qu'on appelle, hein, et qui jouent devant des auditoires souvent privés, comme ça. Et que dans les clubs, ça a un petit peu disparu, parce que c'est ça qui est incroyable à New York, c'est que d'une année sur l'autre, on ne retrouve rien, tout a disparu. Au cours de son deuxième voyage à New York, Jean-Pierre Marielle a voulu retrouver le Hoppers Café où il avait pu entendre ses musiciens préférés. Je me souviens, le Hoppers Café, je suis retourné
3 ans après, et puis je suis arrivé, il y avait une palissade, et puis j'ai demandé à des gens, l'Hoppers Café, on m'a dit c'est là. Et c'était un endroit très très beau, somptueux, magnifique, rempli de monde, et puis il n'y avait plus personne. Alors j'ai demandé, et puis il y a un type qui m'a dit, comme ça, j'ai vaguement compris qu'il y avait eu des morts. Alors on avait fermé, alors ça n'existait plus. Il y avait un mur en briques, et puis une palissade devant. Alors je suis un petit peu allé me balader comme ça, et puis je suis allé écouter un très très grand pianiste, Hank Jones, qui est un pianiste des années 55, 56. Il était en smoking et il jouait tout seul dans un restaurant où on mangeait de la bouillabaisse. C'était très très triste. Alors c'est cette espèce de côté un petit peu par moments enthousiasmant de New York et puis par moments un peu funèbre qui m'a beaucoup frappé. Harlem, le quartier noir de New York, est redevenu à la mode. Il y a quelques années, pas un blanc n'osait s'y aventurer. Aujourd'hui, la société new-yorkaise, un peu snob et très fortunée, s'installe pour y vivre. Ils vont habiter là-bas, ils retapent ces très très belles maisons de style hollandais, et puis ils s'installent à côté de types qui brûlent leur chambre 2 blocs plus loin, ils foutent le feu par désespoir et parce que ce sont des gens qui sont complètement démunis, et puis d'autres gens vivent dans des maisons très belles qui remettent en état Harlem. Moi je me souviens quand j'y suis allé, alors là c'était assez dur, je suis allé avec un copain et sa femme qui est musicienne, qui est noire, on est allé, on était tous les deux, puis on est allé avec elle, on s'est baladé et c'était assez impressionnant et effectivement, c'est très très joli Harlem, on croirait une petite ville de province. I've been down so long that down don't worry me. I've been down so long, down don't worry me. I just sit and wonder, where can my good man be? When it rains in here, it's storming on the sea. When it rains in here, it's storming on the sea. Every time I come here, everything happens to me. C'était Billie Holiday. Je suis allé dans des endroits incroyables où il y avait, je me souviens... Jean-Pierre Mariel, toujours à la découverte de New York. Avec mon copain, il y avait 2500 noirs, on était les 2 blancs. Et puis, il y avait un grand orchestre au milieu du bar. C'est très bien, il y a un grand bar rond, comme ça, immense. Et puis l'orchestre, c'était un organiste énorme qui ressemblait vaguement à Fats Waller, qui jouait au milieu du bar, comme ça. Ce qui m'avait frappé, c'était l'hébétude du public. On écoutait ça, mais
Ils venaient écouter, ils aimaient ça, mais on sentait que c'était des gens fatigués. C'est ça qu'on ressent à New York, c'est la fatigue. L'impression d'être avec des gens excessivement fatigués. Quand on se balade dans Central Park, on voit des mecs faire du vélo et du patin à roulettes, mais ils sont gris. Alors qu'au Bois de Boulogne aussi, je ne sais pas si vous avez vu, tous les mecs qui courent, on a vraiment le sentiment qu'ils vont mourir au bout de l'allée. C'est très très curieux. Jean-Pierre Marielle, fasciné depuis son enfance par les États-Unis, découvre New York. Nous vous proposons de le suivre à travers cette ville étonnante. Et on a l'impression que c'est une ville calcinée, complètement détruite, oui, par moments. Et les cafés de la Bowery, là, avec une ampoule nue, et puis qui vendent du whisky, qui fabriquent du whisky, je ne sais pas, quoi, imbuvable, quoi. Et ces jeunes gens qui ont l'air de fantômes, là. Ces endroits, on dirait des funérariums. Enfin, c'est très très curieux. C'est une ville étrange qui m'a vraiment tout à fait fasciné. Puis le physique des gens est très très curieux. Hein, on s'imagine un petit peu les Américains tels qu'on se représente les Californiens typiques. Et puis New York, il y a cette espèce de foule qu'on ne peut imaginer nulle part, qui est tellement curieuse. Je me suis promené, et puis j'ai regardé en voyeur, comme ça. Jean-Pierre Marielle s'est promené dans New York pendant des heures, comme ça, sans autre but que de respirer la chaleur humaine de la ville. Et j'ai retrouvé le bonheur de me promener. Je me promène plus dans Paris. Pendant des années, je me souviens, j'ai arpenté les rues de Paris. Je me souviens, quand on était étudiant avec Belmondo, on habitait à... Lui, il habitait d'Enfer, moi j'habitais rue Guénégaud, au coin du Pont-Neuf. On passait notre temps à se raccompagner. Alors, il me raccompagnait, on était à Saint-Germain, il me disait « Allez, je te raccompagne ». Il me raccompagnait jusqu'à la rue Guénégaud. Je dis « Allez, je te refais un bout de chemin », puis on se retrouvait devant sa porte à d'Enfer. Il me fait « Allez, oh, je te raccompagne jusqu'à la Coupole », puis hop, on se retrouvait devant chez moi, rue Guénégaud. Alors je lui disais « Bon, bah allez, je te remonte jusqu'au Bonaparte », puis plaf, on se retrouvait à d'Enfer Rochereau. Et puis tout d'un coup, on se disait « Allez, on va aller boire un verre aux Halles ». Alors on se retraînait vers les Halles, puis tout d'un coup, on voyait, et le jour se levait. Et ça, je l'ai perdu. Je n'ai plus jamais retrouvé ça. Et dans New York, j'ai retrouvé le plaisir du vagabondage. Très très curieux. J'avais suivi un type, moi, il faisait moins 12. Et je sais pas, il avait voulu se prouver. Il avait un sourire figé et il était en t-shirt et en jean. Et il faisait comme s'il faisait... Il marchait dans la rue comme s'il faisait chaud. Il jouait le mec qui étouffe de chaleur. Il faisait moins 12. Défondu comme ça n'existe nulle part ailleurs. C'était Charlie Parker. Il y avait un vieux sax qui était juste au coin du Hilton. Il jouait tout seul. Et puis il avait un étui à violon où les gens mettaient des ronds. Jean-Pierre Marielle à New York. Puis il jouait près d'une bouche de chaleur, comme ça, très très mal d'ailleurs. Pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures dans le froid. Puis les gens lui donnaient, pour ainsi dire, rien. Il avait rien dans son étui, les gens ne lui donnaient pas d'argent. Et puis on sentait comme ça qu'il était très très misérable. Et il jouait très très mal en plus. C'était épouvantable.
Il y a des marasmes, des moments de marasme dans cette ville qui sont, enfin, de tristesse totale, mais c'est épouvantable. C'est terrible. Ça peut pas être plus triste. Il y a des endroits d'une tristesse. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un endroit à Paris d'une tristesse complète comme ça. Des cafés, par exemple, dans certains endroits. Puis des endroits, il y a des jolis bars, il y a des endroits très jolis, mais des endroits d'une tristesse épouvantable. Moi, j'étais rentré là dans le quartier de la banque, là, une fois dans un bistrot en bois. C'était épouvantable. Et il y avait des types qui se promenaient là dans la rue avec des attachés-caisses, des banquiers. Ils rentraient dans des banques énormes, dans tout le coin là de Wall Street. Puis là, il y avait cette espèce de bistrot. On se serait cru dans l'Ouest. Dans un vieux film, il y avait une sorte de bar complètement déglingué en bois. Il y avait une sorte de personnage en papier mâché derrière ce bar. Puis il y avait 2-3 fantômes qui buvaient comme ça là-dedans. Et puis, 2 mètres plus loin, il y avait, paraît-il, un des restaurants les plus élégants de New York. Jean-Pierre Marielle se souvient aussi des gens qui parlent. Ce sont encore des images que l'on croirait tirées d'un film fantastique. Comme ça, des fois, j'allais boire un verre, des gens vous parlent, puis alors quand vous avez l'air de les écouter, vous dites, moi je parle pas anglais, mais 1 ou 2 mots, je comprends un peu, ils n'imaginent pas une seconde que vous ne puissiez pas les comprendre, alors ils vous font des discours qui n'en finissent plus, comme ça. Des discours de sous l'eau, comme ça. Mais on n'écoute pas. Ce qui m'a frappé aussi, c'est les gens qui téléphonent tout le temps. Ils restent... Je me souviens, j'étais allé une fois déjeuner, il y avait un mec, je l'avais remarqué parce que il avait un chapeau melon, type jeune, dans une cabine téléphonique. J'ai déjeuné, quand je suis ressorti, il était toujours là, il parlait toujours. 1h30. À qui il parlait? Est-ce qu'il parlait à quelqu'un? On ne saura jamais, il parlait à personne, probablement. À entendre Jean-Pierre Marielle raconter son Amérique, on pourrait se demander s'il ne teinte pas dans son émotion le regret d'être passé à côté de sa vraie jeunesse, celle dont il rêvait à travers le jazz et ses bouquins. Non. Oh, moi, je suis pas allé là, comme ça, comme un... Si vous voulez, pour aller retrouver, comme les Américains de Paris qui viennent à Paris puis qui vont boire un verre à la terrasse de la Closerie des Lilas qu'aime Hemingway, ou qui vont se balader à Montparnasse pour retrouver les fantômes. Moi, j'y suis pas allé du tout comme ça. Bon, j'ai pas du tout ressenti ça. D'ailleurs, j'ai été complètement fasciné par la vie actuelle, par ce qui s'y passe là, maintenant. Au point de vue musique, bon, j'ai été écouter des musiciens, mais c'est pas par nostalgie, c'est parce que j'aime ça, parce que je m'y intéresse, c'est parce que c'est tout. Mais c'était pas par nostalgie, vous voyez, pas du tout pour ça, comme ça. Je suis pas allé dans le sud, sur dans les pas de Faulkner, trucs comme ça. C'est pas ça du tout. Je suis allé pour voir ce continent là, comme ça, qui m'avait attiré quand j'étais jeune et que je n'avais jamais pu connaître. Mais c'est tout, ça s'arrête là, quoi. De toute façon, même si Jean-Pierre Marielle était parti aux États-Unis à 20 ans, il aurait quand même pu tenter l'aventure du théâtre. Comédien, c'est le seul métier pour lequel il se sentait fait. Je crois que j'aurais rien pu faire d'autre, moi, que je fasse. J'écris mal. Je sais rien faire d'autre. Si j'étais pas acteur, je serais absolument rien. Non, je serais rien. Je sais rien faire. Je ne suis pas artiste du tout. Je n'ai aucun don artistique. Il y a des gens qui sont artistes, des acteurs qui peignent, qui écrivent, moi rien du tout. Moi, en dehors de faire l'imbécile, je ne sais rien faire. Je sais faire que ça. C'est vrai. C'était Jean-Pierre Marielle. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1.
Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.